totalement à l'aise au volant de leur voiture. Mondialisation, la jeunesse au cœur des mutations socio-économiques, c'est le thème de la 19e édition de la semaine culturelle et sportive du Prytanée militaire de Niamey lancée ce matin. Signé le document dit de protocole d'entente entre l'ANSTIA et les syndicats du secteur de l'éducation sur les cotisations syndicales affichées de leur rencontre ce matin. Doter le Niger d'un document stratégique pour le développement du commerce, objet de l'atelier de validation qu'organise le ministère du Commerce. Cette ouverture a eu lieu ce matin. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Le Premier ministre Abidji Rafini a rencontré hier après-midi les ambassadeurs et les partenaires techniques et financiers. Objectif de la rencontre, échanger sur la situation humanitaire à Difa et aussi sur la campagne agro-silvo-pastorale. Le compte rendu est signé Youssouf Omar sur les images de Idrissa Mohamed. Il y a toujours des moments forts, des moments inoubliables, des moments qui vous restent gravés dans la mémoire toute votre vie. Ce jour-ci en est un. C'est sur ces mots que s'ouvre cette session socio-culturelle et sportive du Prytanée militaire de Niamey. Les enfants de troupe vont se confronter à leurs frères et sœurs des autres écoles sur les terrains de sport et à travers des chants, danses chorégraphiques, sketchs et aussi des jeux qui éveillent l'intelligence. D'où le choix de ce thème, mondialisation, la jeunesse au cœur des mutations socio-économiques. La mondialisation, comme nous le savons tous, est un phénomène actuel qui a des répercussions dans nos vies de tous les jours. La jeunesse, nous savons qu'au Niger et dans la majorité des pays africains ou des pays en développement, constitue la majorité de la population. Donc cette jeunesse doit être sensibilisée par rapport aux problèmes qu'elle vit. Et c'est pourquoi nous avons voulu associer mondialisation et jeunesse en les traitant sous le thème des aspects socio-économiques. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle encore, il y a quelques années, et ça continue encore, il y a eu un certain nombre de bouleversements économiques qui ont eu des répercussions jusqu'ici en Afrique. La première dame, Hadja Aïssata Issoufou, marraine de cette 19e édition, a doté les enfants de troupe de plusieurs tables bancs et des ordinateurs flambant neufs par le biais de la fondation Gourivi Meilleur. Cette manifestation qui regroupe nombre d'écoles de Niamey est une belle opportunité donnée à la jeunesse pour fraterniser, pour se connaître, pour rivaliser sportivement et sainement, pour réfléchir à des problèmes actuels comme le démontre le thème que vous avez choisi, à savoir mondialisation, la jeunesse au cœur des mutations socio-économiques. Au-delà des activités sportives, j'ai été frappée par le nombre de jeux appelant à la réflexion, aux connaissances et à la culture générale. Je vous exhorte à vous y mettre résolument, car c'est la culture qui fait l'identité d'un peuple. Et la culture générale est fondamentale pour vous, les futurs chefs de nos forces de défense et de sécurité. Car, comme le dit le général de Gaulle que vous connaissez bien, la véritable école du commandement est la culture générale. La Fondation Gourivi Meilleur a, dans ses activités en direction de l'éducation, bâti un projet dénommé Projet informatique pour tous, PIPT, dont plusieurs établissements scolaires ont déjà bénéficié. Dans le cadre de ce projet, nous avons aménagé et équipé votre salle informatique pour en faire une salle aux normes, pour une meilleure utilisation de l'outil informatique avec des installations permettant l'enseignement de l'informatique et l'accès à l'Internet. En plus de l'aménagement de la salle informatique, la Fondation a également eu à remettre en état une partie de votre équipement en table-banc
afin de vous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Je ne doute point que vous ferez un bon usage de toutes ces acquisitions afin de continuer à maintenir haut le flambeau de votre école. Je dirais qu'en tant que marraine de cette cérémonie, mais mieux encore en tant que mère, je ne peux que vous exhorter à travailler avec ardeur pour faire honneur à vos pays respectifs. C'est dans un moment privilégié pour consolider les liens avec les autres établissements et aussi un moment de partage, d'enrichissement mutuel dans une ambiance de fraternité et de solidarité. Cette année, les enfants de troupe innovent en introduisant une journée de don de sang au profit de l'hôpital national de Niamey. Eh bien, messieurs, dames, vous venez plutôt là de suivre le lancement ce matin de la 19e édition de la semaine culturelle et sportive du Britannique militaire de Niamey sous le thème mondialisation, la jeunesse au cœur des mutations socio-économiques. Eh bien, la première dame Aïssata Issoufou était présente à la cérémonie et elle a effectué un don pour accompagner le Britannique militaire. Vous venez de suivre le compte-rendu de Dani Azid et Idrissa Mahaman. Et puis, je le disais, le Premier ministre Birji Rafini a rencontré hier après-midi les ambassadeurs et les partenaires techniques et financiers. Objectif de cette rencontre, échanger sur la situation humanitaire à Difa et aussi sur la campagne agro-silvo-pastorale. Le compte-rendu est signé Youssouf Omar et Idrissa Mahaman. La situation humanitaire à Difa, la campagne agro-silvo-pastorale 2014-2015, deux défis à relever pour lesquels le Premier ministre a convoqué les ambassadeurs et les partenaires techniques et financiers résidant au Niger. L'objectif de la rencontre étant de mener un plaidoyer pour faire face aux préoccupations de l'heure. L'État n'a pas les ressources suffisantes pour faire face à la situation. C'est pourquoi nous revenons à vous encore pour solliciter, pour vous demander encore une fois d'apporter toute votre aide, toute votre assistance pour nous permettre de combler le gap très important dans ce domaine. Des exposés détaillés sur les problèmes ont été présentés aux partenaires techniques et financiers par la cellule de la primature, le ministre de l'Agriculture et celui de l'Élevage. L'appel est plus ou moins entendu. La France, pour sa part, a d'ores et déjà décidé d'attribuer 700 000 euros, donc pour 700 000 euros à la région de Difa, aux habitants de Difa, donc via essentiellement le HCR, via un peu aussi le CICR. Et il y aura aussi 300 000 euros qui seront attribués au titre de l'aide alimentaire. En ce moment, la cellule humanitaire de la primature dit avoir besoin de plus de 44 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du plan d'action d'urgence à Difa. Il est vrai que les partenaires se sont manifestés au début de la crise. Mais ça ne suffit pas, car le besoin s'accentue au jour le jour. Plus de 100 000 Nigériens ont fui les attaques de Boko Haram pour se réfugier au Niger et environ 50 000 déplacés à l'interne attendent d'être pris en charge. Ouverture ce matin au stade général Seni Kounté de Niamey d'un atelier de validation du kit des indicateurs et de la stratégie de collecte des données sur le secteur de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Isidore Banaba, Soumela Dandi pour d'autres précisions. En août 2014, le ministère du Commerce a réalisé une étude relative à l'élaboration d'une politique nationale de développement du commerce. Cet atelier vise donc à valider les documents issus de cette étude sur la politique commerciale au Niger rendue possible grâce à l'Union européenne à travers le programme d'appui à la redynamisation du secteur privé. L'engagement de l'Union européenne en faveur du secteur privé et du développement du commerce se poursuivra encore dans le cadre de la mise en œuvre du 11e FED pour la période 2014-2020, à travers notamment un accompagnement dans la mise en œuvre des accords de partenariat économique et du tarif extérieur commun de la CEDEAO, mais aussi en accompagnant le développement des chaînes de valeur et l'amélioration du climat des affaires. L'Union européenne partage avec le gouvernement du Niger les objectifs de renforcement de la capacité commerciale et de l'amélioration de l'environnement des affaires. Toutefois, il demeure entendu que le manque de stratégie ou de politique publique opérationnelle
sont un frein au développement du commerce et à l'efficacité des actions des différents acteurs du secteur et des partenaires techniques et financiers. Procédant à l'ouverture des assises de cet atelier, le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a souligné que la validation de ces documents va pallier à l'absence d'une stratégie sectorielle sur le commerce. Le document de stratégie sectorielle voulu par le gouvernement doit être un document moderne et dynamique, susceptible de faire du commerce un important instrument de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Il doit être un instrument d'incitation à la production et de synergie entre les différents secteurs productifs de l'économie nationale. Tout en me félicitant du contenu du rapport provisoire du dit document, je vous invite à l'examiner en profondeur en vue de son amélioration pour qu'il soit non seulement un document de stratégie sectorielle, mais aussi un document national qui s'inscrit réellement dans la vision de développement voulue par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mamadou, à savoir faire de notre pays un pays émergent, bâti sur une économie dynamique, diversifiée, durable, une nation riche de sa culture et de ses valeurs, une société ouverte sur le monde, attachée à l'innovation technologique et à la bonne gouvernance, engagée pour l'intégration régionale. Fin de citation. Ces documents, une fois validés, permettraient au Niger de disposer d'un document stratégique pour le développement du commerce et favoriser son intégration dans l'économie régionale et internationale. Eh bien, messieurs, dames, veuillez nous excuser pour ces petits incidents techniques. Vous venez de suivre un élément par rapport au ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé qui a organisé ce matin au Palais des Congrès un atelier de validation des documents de l'étude sur la politique commerciale au Niger. Et c'était un compte-rendu de Mariama Soumana sur les images de Sambozamon. Je le disais, ouverture ce matin au stade général à Sénikounté de Niamey d'un atelier de validation du kit des indicateurs et de la stratégie de collecte des données du secteur de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Soumaïla Dandi, Isidore Banaba pour d'autres précisions. Examiner et adopter la stratégie de collecte des données et d'un kit des indicateurs du secteur de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, voilà c'est à quoi s'attelleront cadres centraux et régionaux du ministère de l'Environnement. Le kit et la stratégie à valider au cours de ces assises s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration des politiques efficaces en vue de mieux protéger l'environnement. Le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a jugé opportun de se doter d'un kit d'indicateurs assorti d'une stratégie de collecte de données qui intègre les nouveaux domaines d'intervention. Aujourd'hui, l'importance de la collecte des données n'est plus à démontrer, car elle permet de renseigner les indicateurs qui sont des outils mesurant objectivement la contribution du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable dans la mise en œuvre des différents cadres nationaux et internationaux dont la plupart prennent fin en 2015. Le kit et la stratégie, une fois adoptés, permettront au Niger d'être en possession d'une politique environnementale efficace, mais surtout réaliste. Cérémonie de remise de témoignages de satisfaction hier après-midi au ministère de l'Équipement à Awali Gouzaïe pour sa pleine implication dans la gestion des impacts du projet de construction de la route Goudel-Tondikwarey et le boulevard Askia Mohamed. Murtala Zoubeirou, Sambozamo pour le compte-rendu. Il s'appelle Awali Gouzaïe, cadre du ministère de l'Équipement, ingénieur principal des travaux publics du ministère et chef d'unité de construction de la route Goudel-Tondibia-Tondikwarey et du boulevard Askia Mohamed. Sa détermination, son savoir-faire et sa pleine implication dans la gestion des impactés dans l'exécution de plusieurs projets lui ont valu un témoignage de satisfaction décerné par le ministre de l'Équipement. Ce témoignage est décerné à ce cadre-là, non pas parce qu'il est chef d'unité de gestion de projet, mais pour sa gestion, pour la gestion qu'il a su faire
de la question des impactés dans son projet. Et c'est à ce titre, mesdames et messieurs, que j'ai voulu donner un témoignage officiel de satisfaction à M. Awali Gouzaï, ingénieur principal de travaux publics, chef d'unité de gestion de projet de construction de la route Goudel-Tondibi à Tondikware et le boulevard Askia Mohamed pour la parfaite gestion de la question des impactés du dit projet. Après avoir exprimé toute sa joie, Awali Gouzaï est revenu sur l'importance de la gestion des impactés. Oui, je disais, en tout cas pour une question de surprise, c'est la année 1 et elle est vraiment agréable. C'est l'un de mes beaux jours. Aujourd'hui, parmi mes pairs, j'ai été distingué par mon employeur qui est le ministre de l'Équipement et je suis très ravi. Je lui en suis reconnaissant aussi. La question des impactés qui a marqué le ministre, je l'ai géré, mais pas seul. C'est un travail d'équipe. C'est toute une équipe qui a fait le travail. Donc, ce travail a été fabuleux. Et ça a rencontré la compréhension de tout un chacun. En l'occurrence, la population qui est impactée. Celle-là a été très compréhensive vis-à-vis du projet. Et cela a permis au projet de voir le jour tel que nous l'avons aujourd'hui. Cette distinction vient honorer ce grand homme ingénieur diplômé d'État, un geste qui démontre la particularité de cet homme travailleur déterminé à contribuer au développement du Niger. Nous vous proposons à présent de suivre les combats de la 4e journée de la 36e édition du Sabre national Agadez 2015. C'est avec nos envoyés spéciaux Damana Abdoulaye, Tahiro Amadou et Issa Hassan. De compétition entrant dans le cadre de la 36e édition du Sabre national a mis à la prise dans la matinée la région de Zander à celle d'Agadez. Une rencontre quelque peu freinée dans son élan par un mouvement de colère des lutteurs de Zander devant la sanction d'un de leurs, Hamissou Sani, taxé par le comité chargé de détecter les combats truqués, d'avoir concédé Douma la victoire à Saleh Daouda, le seul lutteur invaincu d'Agadez. Cette sanction répond aux prédispositions de l'article 23 du Code de la lutte qui stipule que dans le cas d'un combat truqué ou lorsque un lutteur donne volontairement une victoire avant le combat, le lutteur perdant est disqualifié. Il ne peut être remplacé pour la suite du sabre national. Il est suspendu des compétitions nationales et internationales pour une durée d'1 an. Il ne peut prendre part à la compétition du prochain sabre national. Fin de citation. Ainsi, au terme de cette rencontre, les deux régions se sont quittées sur un score nul de parité de 5 victoires chacune. La deuxième rencontre, toujours de la matinée, a fait valoir l'ardeur des colosses de Dosso sur Tilaberi. Score final, 8 victoires plus un combat nul pour Dosso contre une victoire plus un combat nul pour Tilaberi. L'après-midi de la 4e journée de cette 36e édition du Sabre national restera à jamais gravé dans la mémoire collective des populations de Maradi qui se sont fait déposséder de leur seul lutteur invaincu, Alio Umoru Bindigaou, tenu en échec par un autre lutteur invaincu de Tawa, Lawali Dantambay. De mémoire d'homme, la région de Maradi n'a jamais été écartée prématurément du sabre national en seulement 4 jours de compétition. Côté Tawa aussi, il ne reste qu'un seul lutteur invaincu, Suleiman Hashimou Rabagardama. Le verdict à la fin de la rencontre donne 5 victoires plus un combat nul pour Tawa et 4 victoires plus un combat nul pour Maradi. La deuxième rencontre de l'après-midi a mis à l'épreuve dans l'ère de combat Niamey à Difa. Parmi les 5 lutteurs invaincus de Niamey, un seul est terrassé. Au terme des 10 combats, c'est Niamey qui s'arroge la partie. 7 victoires plus 2 combats nuls contre une victoire plus 2 combats nuls pour Difa. Si la 3e journée a connu 12 lutteurs invaincus sur les 80 engagés, la 4e ne retient que 9 lutteurs, dont 4 pour Niamey, Yakuba Adamou, Adamou Abdou, Sabo Abdoulaye et Boubacar Yakuba Sadi. Dosso ne compte que 2 lutteurs invaincus, Soumaïla Abdou et Kadiri Abdou. Agadez, un seul lutteur invaincu, Saleh Daouda. Tawa compte aussi un seul lutteur invaincu, Hashimourabou Gardama. Zander, un seul lutteur, Ibrahim Abdou. Pour le classement provisoire de la 4e journée, retenez tout simplement que c'est Niamey qui est première avec 92 points.
Deuxième, Dosso, 119 points. Troisième, Tawa, 112 points. Quatrième, Maradi, 65 points. Quatrième, Execo, Zander, 65 points également. Sixième, Agadez, 54 points. Septième, Difa, 34 points. Et la région du fleuve Tillabéri ferme la marche du podium avec 22 points. Et puis retenez que vous pourrez suivre en partie magazine de ce journal, le journal spécial de la 36e édition du Sabre national Agadez 2015 avec nos envoyés spéciaux à Agadez, Daman Abdoulaye, Tahirou Amadou, Issa Hassan, El Haja Hamissou Maman. Rendez-vous donc en fin d'édition. Cérémonie d'inauguration ce matin au lycée Issa Berry de la stèle mémoriale du frère Paul Rouel, premier directeur du dit établissement. Une stèle réalisée par l'association des anciens élèves du lycée Issa Berry à la mémoire de leurs enseignants. Seni Mekido Jibril Ibrahimidi. Il s'agit pour l'association des anciens élèves du lycée Issa Berry d'inaugurer la stèle sculptée à la mémoire de leur enseignant, premier directeur du lycée, le regretté frère Paul Rouel. Homme de foi, Paul Rouel a consacré toute sa vie à sa vocation d'enseignant et à se faire aimer par ses élèves. Frère Paul a non seulement été premier directeur, mais il a été surtout le bâtisseur d'Issa Berry. L'annonce de sa disparition a été un choc pour nous, anciens élèves d'Issa Berry, qui étions déjà en train de préparer le cinquantenaire d'Issa Berry pour octobre 2016. Et voyons le frère Paul comme parrain du cinquantenaire. Mais hélas, Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Frère Paul, comme nous l'appelions respectueusement et affectueusement, rappelait à Dieu le 18 août 2014. C'est un homme très travailleur et qui a donné beaucoup de sa vie à cette école. Et ça serait ingrat de notre part de ne pas manifester cela après sa mort. Le monument que nous avons érigé en sa mémoire, le lieu que vous voyez ici n'est pas fortuit, le choix du lieu. C'était tout simplement l'atelier du frère Paul ici. La cérémonie a été l'occasion pour ses élèves de partager quelques tendres souvenirs vécus avec lui. On a voulu tourner un film. Le frère Paul était vraiment très actif par rapport à ça. Donc on a même cotisé, les parents d'élèves ont cotisé pour que le film se réalise. Le film allait s'intituler Folie de jeunesse. Alors comme le film n'a pas eu lieu, alors on a décidé de faire ce livre-là, Folie de jeunesse, classe de 4e B. C'est le frère Paul en personne qui a dactylographié toutes les lignes de ce manuscrit. Tous ceux qui ont connu le frère Paul et Issa Berry dans les premières années ont quelque chose à dire parce qu'ils ont semé en nous la fraternité. Il n'y a pas de barrière entre ceux qui viennent de Dogondouchi, de Tillabéri, de Dolbel, de Koni, de Maradi, d'Agadez et de Zender, plus ceux qui venaient de Niamey. L'évêque Michel Kartategui a pour sa part salué la volonté de reconnaissance des anciens élèves du lycée Issa Berry à l'endroit de Paul Rouel. Homme de sagesse en toute situation, homme de foi en Dieu, mais aussi en la jeunesse, homme de service, comme son maître Jésus, qui lavait les pieds de ses disciples pour signifier que le service n'a de valeur que lorsqu'il est humble et gratuit. Frère Paul nous sera proche à travers ce mémorial pour nous et pour toutes les générations qui fréquenteront cet établissement. Encore une fois, toute notre cordiale gratitude aux anciens d'Issa Berry et que Dieu vous bénisse. Le nom de Paul Rouel est lié au lycée Issa Berry et il le sera encore davantage avec cette stèle qui rappellera ce qu'il a été pour cet établissement.
Le nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey a rendu public une déclaration ce matin à l'école technique de commerce, comptabilité et communication ETEC. Objectif, débattre sur certains nombres de points académiques et sociopolitiques. N'est-ce pas, Samira Mamangarba? Faire le point de la situation académique, syndicale, sociale et sécuritaire. Tels sont les 4 points sur lesquels s'exprime le nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants, instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey au cours de cette déclaration. Du point de vue académique et syndical, le comité exécutif interpelle les ministères en charge de la question de veiller à la bonne exécution des différents engagements pris par les deux parties et lance par ailleurs un vibrant appel aux étudiants professionnels afin de consolider la cohésion entre camarades. Le comité exécutif de l'UEPTN rappelle au ministère de l'enseignement supérieur et celui de l'enseignement professionnel et technique de l'impérieuse nécessité de respecter les protocoles d'accord signés par les deux parties afin de préserver la quiétude académique. Du point de vue syndical, le comité exécutif de l'UEPTN lance un appel pressant aux étudiants professionnels d'œuvrer pour l'unité entre camarades, de bannir la violence sur toutes ses formes dans le milieu scolaire, de s'investir en faveur de la cohésion pour une unité d'action. Quant au point social et sécuritaire, le comité exécutif remercie le ministère de l'enseignement professionnel et technique pour avoir mis à leur disposition un siège pour leur syndicat. Ils ont saisi cette occasion pour condamner les actes de la secte Boko Haram avant d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. L'UEPTN déplore les barbarismes de la secte Boko Haram et réitère tout son soutien aux vaillantes forces de défense et de sécurité qui, au prix de tous les sacrifices, défendent corps et âme l'intégrité du territoire national. Le peuple nigérien sera éternellement reconnaissant des sacrifices de son armée et fier de sa bravoure. Présente ses condoléances attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'UEPTN demande à tous les Nigériens de respecter les lois et règlements de la République conférés par la Constitution et de bannir tout jet de discrédit sur les décisions de justice. S'agissant de la situation sociopolitique actuelle, l'UEPTN appelle l'ensemble de la classe politique à faire taire leurs querelles politico-politiciennes et à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Ce jour 18 mars 2015, cela fait 4 ans que disparaissait le président du Monzadem, Abdelaziz Ladan. Fervent défenseur des droits de l'homme et militant de première heure de la coordination des forces pour la démocratie et la République CFDR, est mort à l'âge de 34 ans. À l'occasion de ce 4e anniversaire de sa disparition, le groupe de presse Dounia a voulu revenir sur le passé de l'homme à travers ce reportage signé Moudi Moussa. C'est une violation grave et le président de la République doit comprendre tous ceux-là qui demandent une quelconque prolongation. C'est des ennemis de la nation, c'est des ennemis du peuple et c'est ses ennemis. Il doit s'en servir des exemples qui sont là beaucoup, notamment ici au Mali, lorsque Alpha Omar Konaré on lui avait demandé, il avait refusé. Ici au Olusegun Obasanjo, alors qu'il sache qu'aujourd'hui le président de la République, il a géré sur le Saint-Coran, alors en acceptant un quelconque 3e mandat, ça sera une double trahison. 18 mars 2011, 18 mars 2015, voilà déjà exactement 4 ans, jour pour jour, que l'auteur de cette voix, l'acteur de la société civile et fervent défenseur des droits humains, Abdelaziz Ladan, tirait sa révérence au seuil de ses 34 années d'existence. À l'avant-garde de la lutte contre la remise en cause de l'ordre démocratique de 2009 à 2010, Abdelaziz Ladan était bien connu du landerneau politico-médiatique nigérien, qu'il a d'ailleurs su marquer par son franc-parler et ses prises de position courageuses. À la tête du Monzadem jusqu'à son dernier souffle le 18 mars 2011, Feu Abdelaziz Ladan a toujours placé au devant de ses revendications le respect de l'état de droit ainsi que de la forme républicaine de l'État et s'opposait aussi farouchement à l'injustice et au passe-droit sous toutes leurs formes. Abdelaziz Ladan, c'est le feu Ladan,
a été connu et reconnu par les Nigériens, plus précisément au moment de la lutte anti-Tazarché, au moment où le président Tanja a voulu faire fi de toutes les dispositions constitutionnelles pour briguer ce qu'il appelle une rallonge de 2 ans. Abdelaziz Ladan a été remarqué par les Nigériens, par sa franchise et surtout ce que j'ai rappelé au début, le fait qu'il soit calme dans tous les débats qu'il a menés et le fait qu'il donne des arguments corrects et convaincants et qu'il a toujours osé. Je pense qu'Abdelaziz Ladan était une icône de la lutte anti-Tazarché. Les gens s'attroupent ici à Niamey, à l'intérieur du pays. Les gens s'attroupent devant les télés. Je me souviens des débats de la télévision Dunia. Vraiment, les gens, tout le monde se met devant sa télé quand il s'agit du débat de Abdelaziz Ladan. De ses débuts jusqu'à la fin de sa vie, Abdelaziz Ladan avait des positions très tranchées, des positions de vérité. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité. Et il n'hésite pas à la dire, cette vérité. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné, notamment dans le cadre de la promotion de l'emploi des gens. Ça, on ne cessera de le retenir parce que je me souviendrai. Il était l'un des premiers à créer une association pour la promotion de l'emploi des gens. Et à l'occasion, il a organisé beaucoup de rencontres, beaucoup d'ateliers sur ça. Et je suis sûr que son image reste et demeure au niveau de la direction de l'emploi, notamment au niveau de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi. Commissaire des droits de l'homme à la Commission nationale de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, membre actif de la coordination des forces pour la démocratie et la République CFDR, Abdelaziz Ladan a tout simplement eu une carrière syndicale remplie et a notamment gravi plusieurs échelons au sein de l'organisation scolaire USN. Certains de ses ex-compagnons et camarades de lutte gardent de l'homme de très bons souvenirs à ce jour. Nous avons fait la section lycée et collège avec les camarades Abdelaziz Ladan dès les années 93, 94 et 95. Et à l'époque, nous étions secrétaire général de la section du CEG 6. Le camarade Abdelaziz Ladan était secrétaire général du lycée franco-arabe, lycée et collège franco-arabe. Ensuite, on a évolué ensemble au niveau de la section lycée et collège de Niamey, jusqu'après le bac, où nous nous sommes un peu partagé le chemin chacun en fonction de ce qu'il est devenu. Et on s'est retrouvés au niveau des écoles professionnelles. Quand moi j'étais au niveau des Sodesi, du groupe Sodesi, lui il était en comptabilité à l'Intakfi. Donc on s'est retrouvés au niveau de la section des écoles professionnelles à l'occasion donc des élections de la dite section en 2000 où j'étais élu secrétaire général de la section des écoles professionnelles avec comme pour secrétaire général adjoint donc les camarades Abdelaziz Ladan. Abdelaziz Ladan, c'est quelqu'un qui a une âme de combattant. Il est très engagé, il est courageux dans ses prises de position. Et c'est quelqu'un qui ne remue pas sa langue et qui ne passe pas par 10 000 chemins donc, pour défendre ce qu'il pense qu'il doit défendre. Parce qu'on n'a pas quand même le monopole de la vérité. C'est en fonction de ce qu'on s'est créé ou ce qu'on a fondé comme étant argumentation qu'on va développer donc, ses défenses. Disparu d'une semaine seulement après l'élection au deuxième tour du candidat de la CFDR, Elhadji Issoufou Mamadou, Abdelaziz Ladan est mort en laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. 4 ans après son départ prématuré, nombre de ses ex-compagnons estiment que la nation doit reconnaître son mérite à ce digne fils qui a toujours su dire très haut ce que beaucoup pensent tout bas. L'année passée, on a même passé le communiqué que nous allons inaugurer un rond-point à son nom. Malheureusement, ça n'a pas marché. Cette année également, nous avons envoyé une mission à Madawa et on a fait toutes les démarches avec les maires. C'est à la dernière minute que le maire nous a dit qu'il n'est pas possible que lui seul
prenne une décision de donner un rond-point à la mémoire de Abdelaziz Ladan. À l'heure où je vous parle, on ne peut se contenter que de nos activités traditionnelles, c'est la lecture du Saint-Coran et également de l'homme à son nom ici à Niamey et à Madawa. Abdelaziz Ladan, à ma connaissance, personne ne s'intéresse à sa famille, sauf peut-être des amis. Et comme je l'ai dit, au-delà de sa personne, il faut penser à créer un fonds de soutien à tous ceux qui ont apporté, un temps soit peu, leur contribution dans le fondement de notre état de droit et de notre démocratie. Parmi les premiers à s'être déplacés pour la levée du corps du défunt figurait le président fraîchement élu de la 7e République, venu spécialement rendre un dernier hommage à la mémoire de l'illustre disparu, le commissaire des droits de l'homme Abdelaziz Ladan. Puisse l'âme du disparu reposer en paix. Amen. Que son âme repose en paix. Amen. Le président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia a été récemment élu président du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption dans les États membres de la CEDEAO lors de ses assises tenues du 10 au 13 mars 2015 à Abuja, au Nigeria. Cette désignation honore notre pays et met en évidence le laborieux travail conduit depuis 3 ans par la Alcia. Et également rechercher la mutualisation et l'échange de bonnes pratiques. Quant à l'épineuse question d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, le nouveau président de Nassiwa entend prendre ses responsabilités afin d'éradiquer le phénomène hors des frontières des États membres du réseau. Chacun de nous, pris isolément et individuellement, est conscient de l'existence de ces problèmes dans son pays. C'est peut-être aussi les avantages qu'il faut tirer de la coopération justement que nous prônons entre les agences anticorruption de l'Afrique de l'Ouest. Ma force et ma détermination ne manqueront pas pour pouvoir attaquer ce problème et je suis suffisamment bien outillé pour avoir déjà fait des enquêtes conjointes entre agences anticorruption de l'Afrique de l'Ouest et avoir également demandé l'aide et obtenu l'aide justement des agences anticorruption. Je suis convaincu qu'on peut réussir. Sidibé Abdul Karim, commissaire à Alcia au Niger, également présent aux assises d'Abuja, entend aussi accompagner le président du réseau dans l'atteinte de ses objectifs. La première des choses, c'est l'interaction entre les organes, la collaboration entre les institutions pour qu'il y ait vraiment une synergie commune dans l'espace CEDEAO global de lutte contre la corruption. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est d'internaliser nos connaissances à travers les différents échanges que nous aurions avec l'ensemble des pays. Le troisième aspect de cela, c'est aussi de développer notre sous-région pour vraiment éradiquer le plus possible la corruption dans nos pays. Plusieurs participants ont salué les mérites du président élu du réseau et ont promis d'apporter leur contribution pour une lutte sans merci contre le phénomène de la corruption dans l'espace CEDEAO. Rencontre ce matin entre la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia et les syndicats du secteur de l'éducation. Objectif, la signature du document dit de protocole d'entente entre les deux parties sur les cotisations syndicales. Le compte rendu est signé Halimatou Abdou et Imran Amega. Par la présente signature de ce document dit de protocole d'entente entre la Alcia et les syndicats du secteur éducatif portant sur les cotisations syndicales, la Alcia entend mettre fin définitivement au prélèvement anarchique des cotisations syndicales sur les salaires des agents de l'éducation et de la formation. Une signature qui intervient après plusieurs réunions entre les deux parties. Je tiens à saluer son abnégation et votre engagement également, et plutôt votre sens de recherche de solutions aux problèmes. Comme il l'a dit, il y avait matière à investigation, mais comme vous le savez, le texte qui crée la Alcia ne nous focalise pas uniquement sur la répression.
Nous sommes également sur le terrain de la prévention, mais également sur le terrain des enseignements à tirer pour juguler un phénomène. Le phénomène ici, auquel on risquait d'aboutir, était certainement de voir que des sommes étaient détournées quelque part dans la chaîne du service ou de la solde ou de l'exécutif de vos syndicats. Je tiens donc à saluer le consensus trouvé à l'issue des travaux que vous avez menés plusieurs fois, aussi bien ici qu'ailleurs. Et je tiens également à manifester mon espoir de voir définitivement clos cet épisode de prélèvement indu, si on peut l'appeler ainsi, sur les salaires, les maigres salaires de nos compatriotes. Une initiative vivement saluée par les syndicalistes qui rassurent leurs camarades de la résolution totale et définitive de ce problème de cotisation syndicale. L'aboutissement de ce processus à travers ce protocole d'entente est une chose à saluer dans l'ensemble, en tout cas du monde enseignant et au niveau des structures syndicales. Je tiens à rassurer les enseignants de tous bords que désormais à partir de ce protocole qui a été signé, d'ailleurs bâti et signé par les protagonistes que vous avez vus, et une entente réelle, et que désormais nous allons tous nous œuvrer. D'ailleurs, au terme de ce processus de cotisation, il y aura un comité qui va travailler les procurations pour que désormais chacun sache quelle est la part de ses militants et quelle est la part des militants des autres. Et ils ont entendu qu'aucun militant, parce que c'est ça le nœud du problème, aucun enseignant ne sera coupé 2 ou 3 fois dans la même année par des syndicats. Ce protocole d'accord d'entente entre les syndicats du secteur de l'éducation pour trouver une solution définitive par rapport à la question de coupure de cotisation syndicale est à saluer et une chose qui est vraiment la bienvenue parce que ça fait longtemps que nos militantes et les militants ont été victimes de ce coupure illégale de différents syndicats. Et je pense que le fait que tous ces syndicats aujourd'hui se retrouvent et s'entendent autour de ce protocole d'accord, ça pourra certainement permettre de régler définitivement la question. Et je crois qu'il faut profiter de l'occasion pour remercier beaucoup la Halcia qui a ménagé aucun effort pour que le partenaire que nous sommes, les syndicats que nous sommes puissent se retrouver, afin que nous puissions nous entendre autour de cette question et trouver définitivement une solution. Et l'avantage de ce protocole d'entente, au moins dorénavant, aucun enseignant ne peut être coupé 2 fois, 3 fois de l'année comme ça se faisait auparavant. Et que chaque syndicat saura finalement quelle est sa base syndicale, quel est le nombre de ses militants pour qu'elle puisse en tenir compte dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des enseignants et des enseignants. La signature de ce document permettra sans doute de résoudre ce problème de prélèvement indu des cotisations syndicales des salaires des agents du secteur de l'éducation. La salle de réunion de l'école normale de Tillabéri a servi de cadre hier à l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des structures de la société civile membres de la CONAF. D'autres précisions avec Ismaël Beidi et Salisse Souley. Organisé par la coalition des ONG africaines en faveur des enfants CONAF Niger, avec l'appui financier du programme d'appui à la société civile PASOK 2. Cet atelier de formation vise à outiller durant 4 jours 70 acteurs membres de la CONAF sur les droits et la protection de l'enfant. Vous savez, la coalition, la CONAF Niger intervient particulièrement dans la protection de l'enfant. Et les ONG qui sont membres interviennent aussi dans le même cadre. Il est très important que ces ONG arrivent à avoir les notions sur les droits des enfants, les différents textes de protection de l'enfant, les différents textes internationaux comme nationaux de protection de l'enfant, afin de mener à bien leur activité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cet atelier avec l'appui du PASOK. Pour le gouverneur de la région de Tillabéri, cette formation rejoint le souci permanent des autorités de la 7e République dans la création d'un environnement protecteur pour l'enfant. Des réseaux de prise en charge sont créés au niveau de toutes les régions du Niger. Et nous sommes ici à Tillabéri en train d'expérimenter, de revaloriser la prise en charge communautaire suivant les orientations nationales de prise en charge des enfants vulnérables que le Niger s'est doté et qui guident toutes nos interventions. Il faut souligner qu'à ce titre, donc, la région de Tillabéri est retenue pour l'expérimentation de cette protection à base communautaire
grâce à l'ONG ANTD, qui est membre de la CONAF, et avec l'appui de l'UNICEF et du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. À l'issue de cet atelier de formation, la capacité des participants sera renforcée dans le cadre de leur activité de défense des droits des enfants. Ouverture hier à Maradi d'un atelier de formation des leaders des structures et associations de la jeunesse de la ville de Maradi. Une formation organisée par CARE Maradi. Alzouma Seni Soumaïla, Abdelkader Ilyassou pour le compte-rendu. Basée sur des thématiques comme la culture de la paix, l'éducation citoyenne et les techniques de communication et négociation, cette formation est organisée par CARE Maradi à travers le projet REV au profit des leaders des structures formelles de jeunes de la ville de Maradi. Une formation qui s'inscrit dans l'objectif du projet REV qui vise la promotion de la paix à travers la jeunesse. Dans le cadre de l'atteinte de ce résultat, le projet REV avait organisé du 15 au 17 janvier 2015 une formation des leaders des jeunes sélectionnés parmi les responsables des structures de jeunesse. La formation a permis de renforcer les capacités des jeunes leaders pour qu'ils soient capables de promouvoir la paix chez d'autres jeunes. C'est aujourd'hui votre tour d'être formés afin de restituer à vos pairs la formation reçue et être les vecteurs locaux de promotion, de gestion de la paix que prend le projet REV à travers les multiples actions. La paix, gage de développement, la paix, condition sine qua non pour l'épanouissement des jeunes. C'est ce qui ressort de la pensée des principaux acteurs qui organisent la formation. Vous conviendrez avec moi que le monde entier a besoin de la paix, plus particulièrement notre pays. Et nous pensons que ce projet, il a été en tout cas une initiative concertée entre les responsables des deux structures qui ont conçu et mettre en œuvre cette initiative. Et je pense que la paix, elle est le soubassement ou elle est le gage de tout développement. Et nous pensons que les jeunes sont les premiers à être sur les fronts. Donc il est important de travailler sur cette masse critique des personnes pour les sensibiliser, quitte à eux aussi. C'est plus facile entre pairs aussi de répercuter la formation. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de la paix, ce sont les jeunes qui sont en tout cas en premier lieu sur le front. Si aujourd'hui vous prenez l'armée, c'est constitué de jeunes. Si vous prenez dans toutes les activités humaines de toute façon ici au Niger, et plus particulièrement de la ville de Maradi, ce sont les jeunes qui sont en avant. Si on arrive à les former, vraiment, on arrive à les amener à changer de comportement par rapport à, à adopter des attitudes positives en rapport avec la paix, je crois que la population nigérienne sera sensibilisée par rapport à la paix et à la gestion non violente des conflits. Pour atteindre ces objectifs de paix et développement durable dans la région de Maradi, CARE Maradi a décidé de miser sur le potentiel humain à travers ces séries de formations des jeunes. Mieux cerner l'enjeu que constitue la protection, la biodiversité, c'est l'objectif de cette visite pédagogique des élèves du CGD Goudel sur le parc W, une visite sponsorisée par Sahelcom. Du rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, attachés à l'état de droit, à la forme républicaine de l'État, à la démocratie, à la paix sociale, à l'unité nationale, au respect des valeurs démocratiques et républicaines. Soucieux du devenir de ces pays, rend la déclaration dont la teneur suit. Condamnons énergiquement l'attaque injuste à notre pays le vendredi 6 février 2015 par la secte Boko Haram. Soutenons et encourageons les forces de défense et de sécurité dans ce combat sans merci contre ces terroristes sans foi ni loi. Félicitons et saluons le peuple nigérien pour sa mobilisation historique suite à la marche suivie des meetings du 17 février en soutien au FDS et contre la nébuleuse Boko Haram. Saluons l'engagement du président de la République à défendre
résolument aux côtés de nos forces de défense et de sécurité l'intégrité territoriale de notre pays et à combattre les terroristes d'où qu'ils viennent. Présentons nos condoléances les plus attristées aux familles de nos vaillants soldats tombés sur les champs d'honneur. Appelons cette catégorie de politiciennes à plus de retenue et de responsabilité, car les Nigériens ont compris l'importance du programme de renaissance et sont reconnaissants envers son initiateur. Par conséquent, ils ne se laisseront pas divertir par des individus en perte de légitimité et de la confiance de leur base. Le Ben RGRN demande au président de la République et au gouvernement de ne pas céder à aucune menace ni pression et de continuer à travailler sans relâche au plus grand bonheur du peuple nigérien. En outre, le Ben RGRN demande au président de la République, garant du respect de la Constitution, de prendre toutes les dispositions légales pour que les lois et règlements du pays soient respectés. Le Ben RGRN lance un appel à la jeunesse nigérienne de se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République et son gouvernement pour bâtir notre pays. Car de tous les régimes qui se sont succédés, le régime de son excellence Issoufou Mahamadou est le premier à créer les conditions nécessaires pour juguler les problèmes liés au chômage des jeunes et celui relatif à la vulnérabilité de la population, surtout les populations rurales. Dénonçons les agissements hypocrites et mettons en garde tous ceux qui veulent remettre en cause la stabilité et les actions de développement en cours dans notre pays. Enfin, le Ben RGRN réitère son soutien sans faille au président de la République et demande au peuple nigérien en général et à la jeunesse en particulier de s'unir pour la réélection du président Issoufou en 2016 afin de lui permettre de réaliser le programme de renaissance et d'achever tous les chantiers en cours dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Vous venez là de suivre une déclaration du bureau exécutif du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger. Le rassemblement donc apporte tout son soutien dans cette déclaration aux forces de défense et de sécurité. L'amicale des anciens élèves du CGD de Niamey organise depuis ce matin une série de dons de sang, une activité qui entre dans le cadre des festivités commémoratives du cinquantenaire de l'établissement. Ralia Sami Moukalatedjani. À l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire du CG2 de Niamey, l'amicale des anciens élèves et le corps professoral de l'établissement ont organisé cette troisième journée d'activités festives, parmi lesquelles ce don de sang, initié dans l'optique de venir en aide aux nécessités. Une activité qui intervient après une série d'opérations de salubrité effectuées et un tournoi de football inter-établissement. Comme vous le savez, le CG2 est en train d'organiser le cinquantenaire depuis sa création. Et donc, dans ce cadre, nous avons prévu plusieurs activités. Une des activités que nous organisons, c'est le don de sang. Bon, l'objectif principal, on a pensé au Niger, les gens sont un peu réticents pour le don de sang. Et selon les informations que nous avons, la CNTS a un problème a besoin de sang. Donc c'est pourquoi nous avons jugé, dans le cadre, c'est même un cadre humanitaire, donc nous avons décidé de contribuer au moins pour soulager le problème de sang là au niveau de la CNTS. Le gouverneur de la région de Niamey, empêché, représenté par Mme Amadou Memouna, salue et encourage cette initiative du CG2. Une très belle initiative qui rentre dans le cadre de l'organisation des 50 ans d'existence du CG2 qui aura lieu, Inch'Allah, le 6 juin 2015. Par la même occasion, j'encourage et félicite tous les donneurs de sang volontaires qui sauvent des vies. C'est un sentiment de satisfaction et de joie qui anime ces anciens élèves du CG2 car leur geste contribue à sauver des vies. Je remercie d'abord tout le personnel de l'école du CG2, tous les anciens élèves du CG2 qui ont eu cette initiative une première fois au Niger, un don de sang. Là, je suis fière de donner mon sang. Et
Je suis fier d'être ancien élève du CG2. Je remercie toute l'amicale du CG2 et que l'union fait la force. Le sang humain est une des rares ressources vitales qui ne se vend pas, a-t-on coutume de dire. Par ce don, l'amicale des anciens élèves du CG2 contribue ainsi à améliorer la santé des populations. À noter la présence de la présidente de l'ONG Tchemaya, elle-même fruit du CG2. Consolider les liens sociaux entre les étudiants, c'est l'objectif visé à travers ce match amical entre les étudiants ressortissants de la région de Tillabéri. Le contraint de signer Samira Mamangarba sur les images de Monkaila Tidjane. Renforcer la cohésion sociale, l'unité, mais aussi raffermir les liens de fraternité entre les étudiants de la région du fleuve. Tels sont les objectifs assignés à ce match amical entre les ressortissants de la dite région. Le match a opposé les étudiants du département de Tira en blanc à ceux de Gauthier en orange. L'objectif de notre activité sportive, comme vous le savez, le département de Tira ancien, je veux dire, c'est un département qui est composé du département actuel de Gauthier, de Tera et de Bankilare. Donc en fait, l'ancien département de Tera a été balkanisé. Mais cette balkanisation ne touche pas nos valeurs communes, les valeurs de solidarité, les valeurs de cohésion sociale, les valeurs d'unité. En fait, c'est pour entretenir et maintenir ces valeurs-là que nous avons initié vraiment ce match-là de football entre les étudiants ressortissants du département de Tera actuel et les étudiants ressortissants du département de Gauthier, le nouveau département de Gauthier. Dès les premières 45 minutes, l'équipe de Tira prend le dessus en marquant l'unique but de la rencontre. Car ce score restera inchangé malgré les multiples tentatives de l'équipe adverse. Tout est bien qui finit bien car c'est la région de Tillabéri qui gagne. Nous nous réjouissons de l'esprit du fair play qui a prévalu tout au long de ce match. Quant au résultat, nous avons gagné. Nous en sommes fiers, mais nous prenons ce résultat avec beaucoup de modestie, puisque l'enjeu du match n'est pas la victoire, mais plutôt de pouvoir renforcer la solidarité entre nous. Je ne dis même pas qu'on nous a gagné, on ne nous a pas gagné, mais ils ont marqué, oui, parce que personne n'a perdu, personne n'a gagné. L'essentiel, c'est d'atteindre un but. Et je pense que lorsque le but est attendu, tout le monde a gagné. J'encourage tout le monde, l'équipe de Tera, je leur félicite également d'avoir marqué, pas d'avoir gagné, d'avoir marqué, je leur félicite. Également, je félicite l'équipe de Gauthier qui a si bien joué. Et c'est la règle du jeu ainsi. Au vu de l'engouement suscité par cette rencontre, cette initiative doit être pérennisée afin de consolider les liens sociaux entre les étudiants nigériens. Palmarès de la lutte de Tillabéri de son accession au titre du département à ce jour. Suivez plutôt. Reconnaissance comme étant un département, Tillabéri a toujours participé en fait aux différents championnats qui se sont déroulés de 1988 à nos jours. En effet, Tillabéri a eu le sabre, n'a pas eu de sabre, disons. Tillabéri n'a pas eu de sabre, mais a fait des preuves tangibles dans certains championnats. Et là, je peux peut-être citer le championnat de 1990 à Dosso, où Mahamadou Idi, dit commando de Tawa, a été détenteur en fait du sabre face à Badamassi Alassane de Zender. En ce moment-là, il y avait le lutteur de Tillabéri au nom de Manzo Hamidan, qui avait occupé en fait la 3e place. Il avait fait un match de classement en fait avec un des lutteurs, mais il s'est avéré que c'est lui qui était détenteur effectivement de la 3e place. Donc Manzo Hamidan de Tillabéri. Et en 1994, à Zender, où le feu Labo Maïkafo de Maradi avait eu le sabre en face à toujours Badamassi Haruna, Badamassi Alassane disons, de Zender. Là, il y avait Abdoulaye Oumarou, Narwa et Manzo Hamidan toujours, qui étaient en fait tous au 2e tour
avec Narwa qui a accédé en fait au quart de finale. Là, il est bien vrai que nous n'avons pas encore eu en fait de sabre, mais on était jusqu'en quart de finale avec Narwa. Donc en 1995 à Difa, là c'est Badamassi, c'était le sacre de Badamassi qui était en fait malheureux en fait à 2 reprises. Cette fois-ci, effectivement, c'était le tour de Badamassi de prendre le sabre face à Mohamed Idi de Tawa. Là aussi, la 3e place en fait était revenue à Narwa de Tillabéri. Donc Tillabéri avait occupé également à ce moment-là alors la 3e place. En 1996, un an après, l'année suivante, à Agadez, là c'était Bala Haruna qui avait remporté en fait le sabre face à Nuhu Moumouni. Et à ce moment-là, c'était Nuhu Moumouni de Dosso. Donc là aussi, Mazo Hamidan et Soumaïla Moussa, tous de Tillabéri, étaient au 2e tour avec Manzo au quart de finale. Manzo avait fait en fait alors le quart de finale en cette année 1996. En 2010, à Zender, où Lamine Maïdaba d'Agadez avait pris le sabre, et face à Mahamadou Anafi de Tawa. Là aussi, en fait, il y a un certain Lawali Issoufou de Tillabéri qui était en fait en quart de finale. C'est que là, vous êtes là en train de voir que nous sommes en quart de finale, peut-être en demi-finale, et jusqu'à maintenant en 2012 à Maradi et en 2013 à Niamey, nous avons Saleh Daouda qui était en fait de tout temps au cap en fait de 8e de finale. En 2014 à Difa, toujours lui et Saleh Daouda à Difa, là où en fait Yacoub Adamou avait été détenteur en fait lors du sabre national, Saleh Daouda était en quart de finale. Et puis, comme annoncé, place à présent la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée au journal spécial de la 36e édition du sabre national de lutte traditionnelle Agadez 2015. Je vous souhaite une très bonne réception. Au revoir. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être très nombreux autour de vos postes téléviseurs pour suivre l'actualité. Une actualité consacrée essentiellement à la 36e édition du sabre national Agadez 2015. Bienvenue sur ce plateau de journal spécial dédié à la 36e édition. Bienvenue sur ce 5e numéro. Cela dit, les combats entrant dans le cadre de la 36e édition du sabre national battent leur plein au niveau de l'arène des jeux traditionnels Aboubakar Jibo d'Agadez. La 4e journée de cette compétition a mis à la prise dans un premier temps de la matinée la région de Zander à celle d'Agadez. La deuxième rencontre a opposé Dosso à Tillabéri. Et l'après-midi, c'est la région de Maradi qui jugeait son niveau dans l'ère de combat avec celle de Tawa. Et la dernière rencontre de cette 4e journée a été marquée par la rencontre Niamey-Difa. Le résumé de toutes ces rencontres dans ce reportage.
La 4e journée de compétition entrant dans le cadre de la 36e édition du Sabre national a mis à la prise dans la matinée la région de Zander à celle d'Agadez. Une rencontre quelque peu freinée dans son élan par un mouvement de colère des lutteurs de Zander devant la sanction d'un de leurs, Hamissou Sani, taxé par le comité chargé de détecter les combats truqués d'avoir concédé Douma la victoire à Saleh Daouda, le seul lutteur invaincu d'Agadez. Cette sanction répond aux prédispositions de l'article 23 du Code de la lutte qui stipule que dans le cas d'un combat truqué ou lorsque un lutteur donne volontairement une victoire avant le combat, le lutteur perdant est disqualifié. Il ne peut être remplacé pour la suite du sabre national. Il est suspendu des compétitions nationales et internationales pour une durée d'1 an. Il ne peut prendre part à la compétition du prochain sabre national. Fin de citation. Ainsi, au terme de cette rencontre, les deux régions se sont quittées sur un score nul de parité de 5 victoires chacune. La deuxième rencontre, toujours de la matinée, a fait valoir l'ardeur des colosses de Dosso sur Tilaberi. Score final, 8 victoires plus un combat nul pour Dosso contre une victoire plus un combat nul pour Tilaberi. L'après-midi de la 4e journée de cette 36e édition du Sabre national restera à jamais gravé dans la mémoire collective des populations de Maradi qui se sont fait déposséder de leur seul lutteur invaincu, Alio Umoru Bindigaou, tenu en échec par un autre lutteur invaincu de Tawa, Lawali Dantambay. De mémoire d'homme, la région de Maradi n'a jamais été écartée prématurément du sabre national en seulement 4 jours de compétition. Côté Tawa aussi, il ne reste qu'un seul lutteur invaincu, Suleiman Hashimou Rabagardama. Le verdict à la fin de la rencontre donne 5 victoires plus un combat nul pour Tawa et 4 victoires plus un combat nul pour Maradi. La deuxième rencontre de l'après-midi a mis à l'épreuve dans l'ère de combat Niamey à Difa. Parmi les 5 lutteurs invaincus de Niamey, un seul est terrassé. Au terme des 10 combats, c'est Niamey qui s'arroge la partie. 7 victoires plus 2 combats nuls contre une victoire plus 2 combats nuls pour Difa. Si la 3e journée a connu 12 lutteurs invaincus sur les 80 engagés, la 4e ne retient que 9 lutteurs, dont 4 pour Niamey, Yakuba Adamou, Adamou Abdou, Sabo Abdoulaye et Boubacar Yakuba Sadi. Dosso ne compte que 2 lutteurs invaincus, Soumaïla Abdou et Kadiri Abdou. Agadez, un seul lutteur invaincu, Saleh Daouda. Tawa compte aussi un seul lutteur invaincu, Hashimou Gardama. Zander, un seul lutteur, Ibrahim Abdou. Pour le classement provisoire de la 4e journée, retenez tout simplement que c'est Niamey qui est première avec 92 points, 2e Dosso 119 points, 3e Tawa 112 points, 4e Maradi 65 points, 4e Execo Zander 65 points également, 6e Agadez 54 points, 7e Difa 34 points et la région du fleuve Tilaberi ferme la marche du podium avec 22 points. La 4e journée des combats entrant dans le cadre de la 36e édition du Sabre national a été aussi marquée par un concours dans l'après-midi, un concours de Tirari. Au terme de ce concours, c'est la région d'Ottawa qui est première avec Isaka Kazaguru, la région d'Agadez est deuxième avec Abdou Kani et la région de Difa ferme la marche de ce concours de Tirari avec Malam Kourou.
yani kai idan mu yana saba idan mu ya kai da gitta sun su ko wani do sun su masha ruwa ko ban kuka ni ko masha shiriya tun bun kato wata ku sai lami do tambari da izai sarki an tambari da kashki ne subhan hauta hayati ha ko wala gidan malumai wasu kai babuna kai haƙi abin da ya wuce tura ba sai da ubangijin bara shakka kai ne babban kasuwa abincin manya ya haƙi a kwana yunwa kai ka sai da ku sai mai ran fa ko da shekare ba wanda ya kare ne kiran ba tuzi fato ka da cinama kashi ka sai da ku ba sai wasu ku da ita zuwa shan mai ila sai kai da mu yana saba sai ni ka amana girma da mutane gidan Maryama alhali sai Allah tabbata kananan baka wani ya ce banza san ko hutu ko ya yi shi dan wuta aka cin mai ko ya gudu kare mai tsoro ko ya cika ba ya kama ba ya zo shekara alwashi shekara ta kai bai kai ba hukum sai labido hankulin wuta sai murhu tambarin ka ci sai sarki kada ka kai da shi kuma kana fata rata yanzu kudin shi dan abinci kawai a gaishe ni a gaishe ka a gaishe wanda ya zo gona kawai sa gidan ka ba ka asara in dan ganin matasan banza wani na ce banza girman ba ni girma da ne shi ba shi da wayo a bakin wuya a san bai shaida ba san bai zuwa ba sai an komo. Nous en venons maintenant à votre rubrique extrait du jour. On reçoit aujourd'hui Maître Marie Malan Daouda. Il se prononce sur le kirari. Le kirari, c'est aussi une des activités qui couronnent la lutte traditionnelle. La définition du kirari, sa genèse et son utilité pour une telle activité sportive comme la lutte traditionnelle. Suivez plutôt. Le kilari, c'est une expression en tout cas typiquement presque nigérienne. Kilari, en effet, on dit ça le défi ou bien le cri de guerre. Moi j'appelle ça le cri de guerre. Parce que vous savez, quand un jeune veut exprimer sa vivacité, il se flatte. Il flatte son chef, il flatte son marabout, il flatte ses parents, il flatte peut-être même sa femme ou sa future femme ou bien ses sœurs. Donc, en effet, tout ce que vous voyez là, c'est le défi qu'il lance. À travers le défi, il dit par exemple, je suis le chien de chasse de tel chef traditionnel. On parle parfois de lienne. Voilà lienne, elle veut manger la viande, mais elle a toujours peur. Et donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Ou bien je suis le lion, terreur de la forêt. C'est moi de façon. Et de toute façon, parfois on finit même par des injures. Mais c'est des injures amicales. Et ça va dans le sens, toujours du fair play de la lutte. Nous avions eu à parler des Tchali qui constituaient la Rome de la lutte. Le Kilali aussi, c'est une expression traditionnelle mise en valeur ou remise en valeur par le général Maïmanga qui était ministre de la jeunesse et des sports. Et ça a eu son innovation à partir du championnat de Tilaberi, si vous vous rappelez bien. Eh bien, le Kilari, la danse des lutteurs, l'accoutrement ont été en tout cas proposés et acceptés par le ministre chargé des sports aujourd'hui. Donc, en dehors de Kilari, le Kilari n'est qu'une partie de la culture traditionnelle. Ça va donc avec la lutte. Voilà le Kilari. Vous savez, depuis les temps immémoriaux, le Kilali a toujours existé. Le Kilali a plusieurs définitions.
Il y a le Kilari pour les cultivateurs. Il y a des Kilari pour les chasseurs. Il y a des Kilari pour le Cherou. Le Cherou est là où on donne des coups de bâton ou de chicotte aux jeunes peuls. Il y a le Kilari de cultivateurs. Il y a plusieurs Kilari. Et maintenant, ça c'est le Kilari, en tout cas, de la lutte. Donc, et dans le Kilari, vous allez voir que normalement, il y a un jury qui est placé. Je suis sûr qu'ils savent qu'est-ce que le Kilari de la chasse, qu'est-ce que le Kilari des peuls qui veulent faire le Chero, quel est le Kilari de la, comment s'appelle, de la lutte. Ça veut dire que même dans ce sujet-là qu'on donne pour le Kilari, il y a ce qu'on appelle des gens qui vont taper probablement hors jeu. Si aujourd'hui, au lieu de faire les louanges de soi-même et de quelque chose en matière de lutte, si vous allez au Kilari du Chero, vous avez tapé à côté. Aujourd'hui, le président du jury, avec le président du jury, nous allons longuement échanger d'abord sur la présence d'une telle commission de jury pour la lutte traditionnelle, son utilité et à quel moment est-ce que le jury intervient au niveau des combats. Voilà. Et le jury est composé de 5 membres. Et le président, donc c'est un cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et en dehors du président, donc il y a les autres 4 membres. Il s'agit du président de la commission centrale des arbitres de la Fédération nigérienne de lutte. Il y a le représentant de l'association des journalistes sportifs du Niger. Et il y a le secrétaire général de la fédération. Et il y a également le représentant du président du comité national d'organisation. Voilà. Le jury juge les décisions des arbitres. En fait, donc, il juge les arbitres. En réalité, le jury est saisi au niveau de 2 aspects. Soit une réserve qui est faite avant la rencontre ou une réclamation qui est faite au cours de la rencontre, donc qui conteste en réalité la décision des arbitres. Et à ce moment, le jury est saisi par écrit, par l'entraîneur donc plaignant qui dit qu'il n'est pas d'accord par exemple sur telle décision de l'arbitre. À ce moment, le jury est saisi et le jury statue souverainement. Mais il faut le dire que le jury statue à la majorité. Voilà, donc sur les 5, il y a la majorité. Quand la majorité se dégage, alors on se soumet tous à la loi de la majorité. Dieu merci, pour le moment, franchement, nous n'avons pas rencontré de tels problèmes. Mais nous savons qu'au-delà du jury, il y a aussi une autre instance prévue par le code, qu'on appelle le comité ad hoc. Donc aussitôt, si la décision du jury ne sied pas au plaignant, il a le droit de saisir le comité ad hoc, lui qui est présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, donc pour statuer effectivement sur le verdict donc, du jury. Sinon, vraiment jusque-là, nous n'avons rencontré aucun problème. Les gens ont accepté nos décisions et souvent même avec applaudissements que les gens ont accepté. Les décisions, très souvent, pendant la discussion, le jury donne, chaque membre du jury donne son avis. S'il y a des avis contraires qui sont majoritaires, nous allons à la vidéo pour regarder. Sinon, depuis le début jusque-là, nous avons fait recours qu'à une seule fois à la vidéo. Une seule fois. Donc ça veut dire que franchement, le jury fait bien son travail, les autres membres. Et je profite vraiment de votre caméra pour remercier en tout cas les membres du jury, vraiment pour le travail jusque-là efficace, en tout cas qui n'a pas souffert de contestation ou de la part du public ou même de la part du plaignant. Avant de clore cette édition essentiellement consacrée à la 36e édition du Sabre national, votre rubrique No Comment, c'est comme son nom l'indique, c'est sans commentaire, c'est des images qui parlent d'elles-mêmes. Suivez et vous allez comprendre. Apatao
Chers téléspectateurs, c'est sur ces images de nos commentaires que nous allons refermer cette édition d'information consacrée essentiellement à la 36e édition du Sabre national. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur la télévision qui continue là où les autres s'arrêtent. Yanzu ƙasa Taraba.